Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube. On poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir à toute la famille DMG TV. Bonsoir à la communauté. Et DMG me revoici encore avec une autre histoire, toujours au Burkina Faso. Voilà, mon histoire, si... Bon, avant de commencer, je vais demander aux gens de commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres histoires. C'est devenu notre slogan, donc... Ok, je m'excuse si je suis en train de rire, parce que l'histoire n'est pas drôle du tout. Ok, l'histoire, c'est un jeune burkinabé qui vivait avec ses parents. Il passait tout son temps à fumer de l'herbe, à boire l'alcool, à faire du n'importe quoi. Et il ne travaillait pas. À un certain moment, quand il n'a pas l'argent pour payer ses drogues et l'alcool là, il vient demander, s'il vient demander à ses parents, sa maman ou son papa, dès qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent là, il va commencer à frapper ses parents. Il va frapper ses parents, ses frères, ses oncles, tout. Il a traumatisé toute la famille comme ça. À un certain moment même, il a quitté la famille. Quand il a quitté la famille, il a fait plus de 2 ans sans venir. Quand il a quitté la famille, personne même ne le recherchait. Hein. Parce que quelqu'un qui était dans la cour, qui passait tout son temps à traumatiser les gens, qui va chercher cette personne-là. Donc personne ne le cherchait. Les gens même avaient eu la paix même. Maintenant, il allait vivre avec une jeune fille. Elle allait vivre avec la jeune fille là. Bon, mais il n'a pas changé. Comme quelqu'un qui a une sale habitude, il continue ses mauvaises habitudes là. Mais il a eu un enfant avec la fille là. Et il a eu un enfant avec la fille. Mais il passait toujours son temps à traumatiser la fille, frapper la fille, la torturer d'une manière. À un certain moment, un jour, il est sorti. Revenir, commencer à frapper la fille là encore, frapper la dame là, commencer à frapper la dame, commencer à frapper la dame. Donc, la dame n'a pas supporté. Quand elle n'a pas supporté, elle a poussé. Quand elle l'a poussé, il allait cogner sa tête là. Sa tête là cognait le mur là. Et il y avait une pointe qui était clouée au mur et sa tête est partie rentrer dedans. Et c'est ça qui a causé sa mort. Quand ça a causé sa mort, bon, on a amené le corps à la morgue. À un certain moment, le corps a commencé à se décomposer. On appelle la dame laquelle n'a pas voulu venir prendre le corps là pour aller enterrer parce qu'il y a longtemps que le corps est là et ça veut se décomposer. Donc, la femme part au cimetière de Kamboinsin. C'est à Ouagadougou. Beaucoup de Burkinabés qui sont à Ouagadougou vont reconnaître le cimetière de Kamboinsin. Voilà. Donc, la femme part au cimetière avec une de ses amies. Avec son bébé au dos, elle rentre au cimetière. Maintenant, au cimetière, il y a une association là-bas qui aide les gens à creuser les tombes. Là. Maintenant, quand elle rentre au cimetière, les gars de l'association l'ont demandé, qu'est-ce que tu fais ici avec un bébé au dos? Ici, on ne rentre pas avec un bébé. Elle dit qu'elle est venue pour creuser la tombe de son mari. Quelle tombe de ton mari, comment ça? Elle et son mari, ils ont fait la bagarre, le gars l'a papé, et puis elle a poussé le gars, et la tête du gars a cogné le mur et il y avait une pointe dedans. Et la pointe a pris le monsieur, il est décédé. Donc elle est venue. Comme personne ne vient pour creuser la tombe là, elle ne connaît pas sa famille. Donc elle vient pour enterrer et pour creuser. C'est là les gars de l'association se sont renseignés. C'est eux qui ont eu les nouvelles de sa famille là, ils les ont appelés. Bon, ceux qui étaient trop proches là, et ils sont venus. Les vieux là, ils sont venus aller s'asseoir de côté. Maintenant, les gars de l'association les approchent maintenant. C'est une histoire réelle, il y a DMG. Une histoire réelle, j'ai la vidéo. Si tu fais, je vais t'envoyer la vidéo ici même. Excusez-moi. Les gars de l'association les a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Comment se fait-il que
votre enfant peut mourir sans que vous ne sachiez où que ce soit. Les gars disent, hey, quand il était en vie, il passait tout son temps à nous frapper. Quand il nous demande quelque chose, on nous donne, on ne donne pas. Il passe tout son temps à nous frapper, à nous torturer, frapper sa maman, frapper son papa, ses frères, ses petits papas, ses oncles, tout le monde. Il traumatisait toute la famille. Donc, il a quitté la maison, ça fait 2 ans. Personne n'a de ses nouvelles. C'est pas parce qu'eux, ils ont appelé aujourd'hui qu'il est décédé. Donc, personne même ne voulait venir. Mais comme eux, ils sont de la famille, ils sont trop proches là et ils ne peuvent pas refuser de venir. C'est pour cela qu'ils sont assis ici là. Sinon, eux-mêmes, ils n'ont rien à faire. Hein. Ils n'ont rien à faire ici. Et ça, les gars disent que... D'accord, les gars les a aidés à creuser la tombe là. Il les a aidés à creuser la tombe. Maintenant, on dit d'amener le corps. Quand le corps est venu, le corps était en décomposition, pas possible. Que l'odeur là même, la personne ne pouvait même s'approcher de ça. Maintenant, les vieux étaient assis de côté. Le vieux même ne voulait pas s'approcher. Personne ne veut s'approcher. Maintenant, les gars de l'association disent que non, venez prendre le corps là. Il faut que quelqu'un rentre dans la tombe là pour prendre le corps. Et pour bien déposer le corps. Les gars disent qu'ils ne peuvent pas venir là-bas et ils ne peuvent pas rentrer. Les gars de l'association disent, vous ne pouvez pas rentrer, mais nous on va faire comment? Vous êtes obligés de rentrer, c'est les parents qui doivent rentrer pour prendre leur corps déposé, c'est pas eux. Et les parents ont dit qu'ils n'ont qu'à pousser ça comme ça, tomber dedans, verser dedans. Et Dieu me pardonne. Donc, bon, les gars de l'association aussi ont poussé, il n'y avait pas de dalle, pas de briques, rien. Quand ils ont poussé le corps là, fait tomber dans la tombe là, seulement ils ont amené la terre là, seulement pour faire, tellement que le corps était en décomposition, personne ne pouvait s'approcher, même si tu portes des bavettes là, tu peux pas ne pas sentir l'odeur là. Donc ils ont regarde mes paroles, mais partent me laisser. Donc ils ont couvert la tombe là comme ça et chacun est parti. DMG, voici le film là qui vient de commencer maintenant. La tombe, la nuit, la tombe a commencé à crier, à pleurer. Ça a pris plusieurs nuits. La tombe a commencé à pleurer. Donc, les parents et les gars de l'association étaient obligés d'appeler les parents là, qui n'ont qu'à faire pardon. Qui de la manière dont ils ont expliqué l'histoire là, en toute sincérité, c'est pas facile. Mais ils n'ont qu'à faire pardon à cause de Dieu. Dire aux parents de venir pardonner leur enfant pour qu'ils puissent reposer en paix. Parce que depuis qu'ils l'ont enterré là, la tombe ne fait que pleurer. Dieu si c'est pas ça, quand on racontait ça, chacun va dire que c'est faux. Il faut voir pour y croire. La tombe ne fait que pleurer la nuit. Ça pleure, ça crie. Donc maintenant, ils ont appelé les parents. Les parents sont venus, bon, le pardonner, tout. Ils ont fait des rituels ou bien c'est quoi là. Puis partir. C'est depuis ce jour-là que la tombe là ne pleure plus. C'est pour dire aux jeunes là, quelle qu'en soit la jeunesse là, tout, on doit faire très attention. Nous devons toujours respecter nos parents. Un enfant ne doit jamais lever la main sur un de ses parents. Parce que dès que tu lèves ta main sur un de tes parents là, il y a une malédiction que tu amènes dans ta vie. Parce qu'on dit que si un enfant même lève la main sur son parent, c'est Dieu même qui a dit, c'est Dieu lui-même qui s'en charge pour le maudire, Dieu même qui maudit cet enfant. Donc, faisons très attention. C'est vrai qu'à un certain moment, la jeunesse là, ça nous pousse à faire des trucs. À un certain moment, quand tu vois que tu as dégamé là, toute personne a une conscience. Quand tu vois que tu as fait des trucs qui n'est pas bon, ressaisis-toi, excuse-toi devant tes parents pendant qu'il est encore temps. Sinon, à un certain moment, tu ne pourras plus le faire. Ok, DMG, voici mon histoire. Je serai dans les commentaires. Allez, bonne suite à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Bonjour aux éditeurs de DMG. Je dépose cette petite histoire aujourd'hui pour que elle soit écoutée, racontée. Je me suis rappelée en écoutant l'épisode 693, l'histoire numéro 1. Ça m'a rappelé ma propre histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années, hein, on va pas se cacher, il y a plusieurs années. C'était en 87. J'étais encore toute petite, une jeune prunelle, comme on dit souvent. Alors, et entre parenthèses, avant de continuer,
Je voulais dire à la jeune fille qui a raconté l'histoire numéro 2 de la même série 693 que je suis mère. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de bon pour mes enfants et je suis toujours sortie avec des hommes mariés. Je ne m'en vante pas. Je ne me glorifie pas, mais c'est ce qui s'est toujours passé. Ce qui est arrivé avec sa mère, c'est pas forcément parce qu'elle est sortie avec un homme marié, c'est pas forcément parce qu'elle a rencontré un homme marié, mais c'est parce qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Elle a fait une mauvaise rencontre et elle n'avait pas la protection du Seigneur. Elle ne s'était pas suffisamment protégée. Moi, tout ce qui m'est arrivé sur terre, je me suis toujours relevée à cause de mes enfants. C'est-à-dire, même lorsque je suis malade, je ne pleure pas la douleur que je ressens, mais je pleure le fait que qu'est-ce que vont devenir mes enfants si je n'étais plus là. Ça a toujours été ça. Bon, bref, je reviens à mon histoire. Voici mon histoire. En 87, je venais d'accoucher. J'ai eu une belle petite fille et mon enfant avait à peine 1 mois et 2 semaines. Je suis tombée malade. Chez nous, dans le sud, on dit que tu es encore cachée dans la maison parce que quand une femme vient d'accoucher, elle reste cachée pratiquement 3 mois et la première fois qu'elle va sortir, c'est pour aller à l'église avec l'enfant et tout, et bref. Mais je suis tombée malade. Quand je dis je suis tombée malade, DMG, mais vraiment, vraiment malade. C'est-à-dire que j'avais froid. Mais quand je dis froid, j'avais l'impression que j'étais dans un congélateur. On m'a amenée à l'hôpital. À l'époque, le monsieur avec lequel je vivais, c'était un éminent, une personnalité dans le pays. Et on m'a amenée à la clinique Fouda à Yaoundé. On m'a hospitalisée et à l'hôpital, j'avais 41 de température. C'est la température d'un oiseau. Avec ça, tu tombes dans le coma, machin, patati. Mais tous les examens qu'on m'a fait, on ne trouvait rien. J'avais froid au point où... Mais le froid que j'avais était à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur. Et à l'extérieur, j'étais brûlante. Je te jure, DMG, on faisait bouillir de l'eau, je prenais mes pieds, je mettais dedans. Je ne ressentais pas la température. J'avais déjà perdu cette sensation de ressentir la température. J'avais perdu le goût parce que je buvais le top pamplemousse, ananas, machin, ce que tu veux. Pour moi, c'était sur ma langue, c'était comme de l'eau. Ça n'avait aucun goût. Donc, tu peux imaginer à quel point j'étais malade. Donc, je suis restée à la clinique. On ne trouvait rien. Je suis restée à la clinique 3 jours. Le 4e jour, j'ai eu une sensation, j'ai eu l'impression de sentir une odeur de fleurs, une odeur de... la fleur qu'on appelle le magnolia. J'ai eu une odeur de fleurs qui m'est montée sur le nez, ça m'a donné la nausée. J'ai pris une bouteille d'eau minérale, le Tanguy, pour essayer de boire à l'époque. Et j'ai essayé d'ouvrir la bouteille d'eau, mais je n'y arrivais pas. Et devant moi, il y avait une aide-soignante. Cette aide-soignante, elle est venue vers moi, elle me dit, donnez, je vais vous aider à ouvrir la bouteille. Au moment où elle prend la bouteille, et je l'entends qui me crie, ne me faites pas ça, ne me faites pas ça, ne me faites pas ça. Et elle a jeté la bouteille d'eau, elle s'est mise à crier. Ce qui s'est passé après, je ne sais pas. Je ne sais pas, DMG, ce qui s'est passé après, je ne sais pas. J'ai sombré dans l'inconscience. J'étais inconsciente. Ce qu'on appelle scientifiquement, on aurait dit que je suis dans le coma. Mais moi, j'étais dans une autre vie parce que je me suis retrouvée à l'entrée d'un village. Un village ou une petite ville, vraiment. Mais c'était joli, c'était propre. Toutes les maisons étaient identiques. Mais le fait bizarre, c'était que j'entendais de la musique. Mais pas dans le village, comme dans le village après. Et dans le village où je suis arrivée, toutes les portes étaient fermées. Et là, je regarde partout, je vois tout est fermé. Et je vois un petit garçon qui vient vers moi. Un petit garçon. Et ce petit garçon, il me regarde, il me dit bonjour. Je dis bonjour. Il me dit,
viens, on t'attend. Je lui dis où? Il me dit là où il y a la musique là-bas, c'est toi qu'on attend. Et devant les maisons, comme dans beaucoup de villages, dans le sud, dans le centre, il y a des arbres fruitiers. Et moi, j'adore les fruits. Et à chaque fois que je voulais cueillir une clémentine ou une mangue, le petit me disait non, ne touche à rien pour l'instant. On va d'abord à la fête. Quand on va revenir, tu auras le temps de manger tous les fruits. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai écouté ce que me disait ce petit garçon. Et on est arrivé, on a avancé et on est arrivé sur un pont. Je l'avoue, j'ai des phobies. J'ai peur de certaines choses, même si je ne le montre pas, mais j'ai peur. J'ai grandi, je n'arrivais pas à me mettre sur le balcon des maisons parce que j'avais l'impression que le poids de mon corps va faire tomber le balcon. C'est pareil sur un pont. Je ne réussis, même quand je roule en voiture, mais quand je traverse un petit pont, mais je suis terrifiée. Je suis crispée dans la voiture. Donc, on arrive sur ce pont et le petit garçon, il saute sur le pont, il va se mettre au milieu du pont. Il me dit, viens. Et là, quand je pose le pied sur le pont, un pont en fer, un pont en béton, la route, elle est goudronnée, c'est pas une route en terre. Et quand je pose le pied sur le pont, j'avais l'impression que le pont, il descendait, il remontait, il descendait, il remontait. Et l'eau de la rivière était limpide. Ça veut dire que je voyais les cailloux qui sont dans le fond de la rivière. Je vois les poissons qui sont dans la rivière. Mais je n'arrivais pas à traverser ce pont. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis là. Et le petit, il ne s'exaspérait pas. Il était là, il m'attendait. Il me dit, dépêche-toi, c'est toi qu'on attend. Dépêche-toi, c'est toi qu'on attend. Et puis, à un moment, j'entends qu'on m'appelle. On m'appelle une première fois. Je ne réponds pas. On m'appelle une deuxième fois. Je ne réponds pas. Et une autre fois, on m'appelle. Mais j'entends l'appel qui vient de loin. J'entends Sandrine. Sandrine. Et là, je réponds, oui, je suis là. Et quand je réponds, oui, je suis là, je me suis réveillée. Et je vais vous dire, chers auditeurs, que ce jour-là, on me disait que ça faisait 15 jours que j'étais inconsciente. Je peux dire oui parce que je sais comment j'étais habillée quand j'ai sombré et je sais comment j'étais habillée quand je me suis réveillée. Mais par contre, quand je me suis réveillée, apparemment, quand j'entendais les appels, les trois fois où j'ai entendu m'appeler, apparemment, mon médecin, qui était un Tchadien à l'époque, il faisait aussi dans le spirituel, ce que je ne savais pas parce que je ne sais pas. Il venait tous les jours. Il m'appelait. Tous les jours, il m'appelait. On lui disait qu'on laisse parce qu'il fallait juste que mon cœur arrête de battre. Parce que mon cœur, il battait, mais il battait faiblement. Je respirais, mais j'étais sous oxygène, donc je respirais à peine. S'il n'y avait pas les machines, je ne respirais pas. Donc 15 jours après, je suis revenue à moi. J'ai ouvert les yeux. J'étais à l'hôpital, j'étais couchée, on me disait que je faisais sur moi. Bref, on attendait juste que je rende l'âme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant ce temps? Pendant ce temps, je n'arrivais pas à traverser le pont. Donc, quelque temps après, de ce que disent les initiés, ceux qui savent, ils disent que j'ai été comme vendue, mais j'ai refusé de partir. Et le petit garçon qui était devant moi, c'est mon petit frère que je n'ai pas connu. Parce que quand il est né, j'étais trop petite. Et quelque temps après, il est mort. Donc, c'est mon petit frère qui me servait d'ange gardien. Et il ne me brusquait pas en me disant allons, allons. C'est lui qui m'a sauvée parce qu'il a empêché que je mange les fruits de l'endroit où j'ai atterri. Donc, quelque part, par rapport à l'histoire que la dame a racontée, le petit qui était inconscient qui était mort pendant 7 jours et que la ninja a gardé quelque part attaché, c'est moi, on attendait. Les gens au village, ils attendaient que le corps arrive. Parce que tout le monde savait que j'étais partie, j'étais morte. J'avais un bébé qui avait à peine 6 semaines. Donc, voilà, DMG. Merci, likez, partagez et voilà.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons, commentons et allons appuyer sur la cloche rejoindre, s'il vous plaît. Et voyons comment nous pouvons participer plus loin. Et la famille, n'oublions pas, il y a le film là, le jeune homme qui a raté son sacrifice là, sur DMG TV Production. Allons un peu voir ce qui se passe de ce côté et apportons beaucoup d'amour à cet enfant-ci. Donc, la famille, en fait, je viens vous raconter une histoire qui m'a été racontée hier, lundi 23 septembre 2024. Et c'est ma petite soeur qui m'appelle pour me dire ce qu'une maman, la maman de la victime, lui a raconté hier à l'école. Ma petite soeur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle arrive à l'école, elle prend sa petite fille. Pendant qu'elle sort, elle est agréablement surprise de voir un jeune homme qui faisait la classe de terminale, l'année scolaire qui s'est terminée là, Alors, elle va vers la maman, les civilités échangées. Bonjour ma chérie, comment ça va et tout ça. Elle dit à la maman, waouh, Loïc est déjà, disons que l'enfant s'appelle Loïc. Loïc est déjà un grand garçon. Hein. Je vois qu'il t'aide déjà à récupérer ses petits frères à l'école et tout ça. La maman qui dit, ah non, non ma chérie, en fait, Loïc reprend la classe de terminale. Hein. La famille, ma petite soeur dit qu'elle a choqué. Parce qu'elle dit que Loïc était d'abord parmi les 3 premiers de sa classe. Mais en plus de ça, cet établissement-là, il y a eu 0 échec à l'examen du bac. Tous ont eu l'examen du bac et tous sont déjà partis. Comment ça, Loïc reprend quelle classe de terminale? La maman qui dit alors que, oh mon Dieu, ce n'est même pas ça le plus pire. On a failli perdre Loïc cette année-ci. Ma petite se dit, perdre Loïc comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade. La maman dit, si tu as le temps, ma chérie, je vais te raconter. Ma petite soeur, elle dit qu'elle s'est seulement assise direct parce qu'elle sent que ça c'était vraiment une histoire à raconter à la famille DMG afin de réveiller les gens. Ma petite soeur s'assoit, la maman lui dit alors, en fait l'année, pendant que 2 semaines avant leur bac blanc dans cet établissement-là, la maman avait décidé d'envoyer Loïc à Douala pour recevoir les bénédictions de sa mamie, n'est-ce pas? Alors Loïc, lui, il arrive à l'agence. La mamie avait envoyé le chauffeur le récupérer. Il descend là avec sa petite valisette. Il voit le chauffeur au loin garé. Mais il voit un vieux papa qui s'approche de lui, la famille. Ah, mon fils, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider là? Oui, papa, vous avez besoin de quoi? Le papa qui dit que non, s'il te plaît, montre-moi, je suis en train de chercher tel carrefour. Tu sais où est ce carrefour-là? Et justement, Loïc qui connaissait un peu Douala savait que le carrefour n'était pas loin de l'agence. Il dit non, papa, bon, regarde, tu vas comme ça tout droit. Dès que tu arrives au prochain carrefour, là, tu tournes à ta droite. Tu vas droit devant le carrefour. Le premier carrefour que tu vois, c'est celui-là, celui que tu cherches. Et le vieux papa de lui dit, ah non, s'il te plaît, mon fils, je ne vois pas bien. Aide-moi à traverser la route. Prends ma main, aide-moi à traverser la route et tu me pointes vraiment sur la ruelle à prendre. La famille, Loïc dit au papa, s'il vous plaît, papa, 1 minute, je vais déposer mes affaires et je vais vous aider. Loïc se dirige alors vers le chauffeur, il salue le chauffeur, il dépose ses affaires derrière. Mais heureusement, il dit au chauffeur que, en fait, le papa là me demande tel carrefour. Je vais juste l'aider à traverser comme il ne voit pas bien et je vais lui pointer le truc, je reviens. Le chauffeur dit alors à Loïc, bon pardon, dépêche-toi, hein. La grand-mère attend déjà. Loïc alors repart vers le vieux papa. Le chauffeur dit qu'il voit bien Loïc aller vers le papa, prendre sa main et il se dirige, donc il commence à traverser la route. Le chauffeur, lui, il entre dans la voiture alors, il lance le moteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, la famille? C'est Loïc maintenant qui, je ne sais pas si je vais dire qu'il s'est réveillé ou il a repris conscience, mais il était dans un endroit qu'il ne reconnaissait pas. Il savait qu'il était dans Douala, il était en train de marcher sur la route. Il regarde autour de lui, paniqué. Mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je fais pour arriver ici? Il regarde, il essaie de lire les noms sur les trucs pour voir s'il reconnaît un truc. Il ne reconnaît pas. Il voit alors une station-service au loin. Il part rapidement vers la station-service. Il arrive. Où est-ce que je suis? C'est où ici? C'est quel quartier? Où est-ce que je suis? Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver ici. Il était tellement paniqué. Les gens rapidement se sont tous levés, même les vendeurs qui étaient autour de la station et tout ça.
Il y avait eu attroupement autour de lui. Les gens essayaient de le calmer et tout ça parce que justement la famille Loïc est métissée. Donc ça a vraiment attiré l'attention. Mais qu'est-ce qui se passe à l'enfant métis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est paniqué comme ça? Ils essaient de le calmer. Qu'est-ce qui se passe? Il raconte alors que non, il revient de Yaoundé et il est arrivé. Voilà, maintenant il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Les gens de truc disent non, calme-toi, ils essaient de le calmer. Appelle quelqu'un. Tu as le numéro de quelqu'un, appelle quelqu'un. Il se rend compte que son téléphone a disparu. Parce que justement, quand il avait déposé ses affaires dans la voiture, il avait juste son téléphone dans la poche et il avait les écouteurs dans les oreilles. Son téléphone n'est pas là. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a inoptisé, on a volé mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens quelqu'un alors de la station-service d'un téléphone appelle le numéro de quelqu'un. Tu connais le numéro de quelqu'un? Loïc, lui, il avait le numéro de sa maman et de sa mamie. Il décide d'appeler la mamie étant donné que la mamie était à Douala. Quand il prend le téléphone, il est choqué parce qu'il se rend compte que plus de 2h40 quelque chose sont passés, presque 3 heures la famille. Et il ne sait pas ce que 3 heures de sa vie ou 3 heures de sa vie sont parties. Il ne se souvient de rien. Paniqué alors, mais comment ça, il est quelle heure? Il est quelle heure? Mais je suis arrivé ici à Douala à telle heure, j'étais à l'agence. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens essaient de le calmer. Non, appelle d'abord, appelle d'abord. Ouais, calme-toi petit, appelle d'abord. Après, on va voir tout ça. Il appelle sa mamie. Maintenant, c'est la mamie qui raconte. La mamie dit qu'elle était à la maison, elle attendait Loïc. Elle appelle le chauffeur. Le chauffeur ne répond pas, Loïc ne répond pas. Après presque 45 minutes comme ça, je me demande, attends, est-ce que c'est l'embouteillage, c'est le signal, le réseau, il y a un problème avec le réseau ou quoi? Non, elle s'est levée, elle a pris sa voiture, elle va en direction de l'agence. La grand-mère dit que quand elle arrive à l'agence, son cas a failli tomber parce qu'elle voit un attroupement autour d'une voiture. Et c'est sa voiture. Elle y va, elle trouve les gens en train d'essayer de réveiller son chauffeur. Son chauffeur était comme s'il était mort. D'autres personnes dans la foule disaient, mais il est mort, c'est comme s'il est mort. Mais d'autres disaient, non, il respire encore. Elle arrive alors là, non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens disent que non, madame, vous le connaissez? Oui, c'est mon chauffeur. Mais on ne sait pas. Depuis là, il est même d'abord mal garé. On l'a vu entrer, s'asseoir dans sa voiture et depuis là, il dort. Donc le chauffeur a dormi pendant près d'une heure. Là, la famille. Pendant près d'une heure, les gens essaient de les réveiller parce qu'il y avait des voitures qui venaient déposer les gens et reprenaient les gens de l'agence et tout ça. Lui, il bloquait la circulation et il ne se réveillait pas. D'autres personnes disaient, est-ce qu'il est venu mourir? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, le chauffeur se réveille. On dit qu'il s'est réveillé comme si c'était un homme qui était, on avait mis sous l'eau et subitement il est sorti. Il se lève. Les gens ont même eu peur. C'est quoi ça, non? Il se lève. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit que, mais mon frère, tu es en train de dormir ici comme un cadavre. On t'a secoué, on a tout fait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Le gars se réveille. Quoi? Il dit, mais comment ça je dors? Mais où est Loïc? On dit que, mais justement, la maman, où est Loïc? Où est Loïc? Il dit que, mais il a déposé le truc et c'est là que le chauffeur dit, alors il y a un vieux papa qui lui a demandé le renseignement, il a aidé le papa à traverser la route. Moi, je l'ai regardé partir, je me suis assis et j'ai vu comment il traversait. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est maintenant que je me réveille. La mamie dit qu'elle a seulement failli mourir sur place. Elle appelle les autres membres de la famille. Oh, venez, oh, voilà ce qui est en train de se passer. Ils sont de chercher et tout ça. Pendant ce temps, elle part en cortège avec le chauffeur. La famille, les autres membres de la famille cherchent de leur côté. Elle aussi, elle est en train de chercher. Et c'est ainsi que son téléphone sonne. C'est lui qui appelle. Il est à une station-service. Et quelqu'un prend le téléphone pour lui dire exactement où c'est. Et c'est ainsi que la mamie arrive là-bas. Elle demande ce qui s'est passé. On lui explique comment Loïc est arrivé. Elle prend Loïc. Elle arrive chez elle à la maison. On examine Loïc. Loïc n'a rien, il n'a mal nulle part. Mais bon, Loïc, il était vraiment énervé parce que selon lui, le vieux papa l'a inoptisé pour voler son téléphone. La mamie appelle la maman qui était déjà en train de s'apprêter pour venir à Yaoundé. Comme, non, s'il te plaît, Molo, ne te presse plus. Vas-y doucement. Loïc est ici. Tout va bien. Ils dorment maintenant. Mais le lendemain, la mamie se réveille et dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut inoptiser? On dit qu'on inoptise Loïc pour prendre son téléphone. Mais en même temps, le chauffeur qui était loin, qui les a juste vus de loin, lui aussi, apparemment, il a été inoptisé parce que son sommeil, ça n'est jamais arrivé depuis des années que cet enfant travaille avec moi. Elle décide de prendre Loïc. Elle amène Loïc à l'église. Ce sont des catholiques. Ils arrivent, il y a un prêtre exorciste qui les accueille. Et elle parle, elle explique ce qui s'est passé.
C'est ainsi alors que le prêtre dit, ah non, vraiment vous avez bien fait de rapidement venir, de ne pas laisser l'affaire là. Ils amènent rapidement Loïc dans une pièce particulière avec la grand-mère. Ils disent à la grand-mère, déshabille-le complètement. Ils prennent l'eau bénie, l'arbre de paix. L'arbre de paix, la famille, allez regarder ce que c'est. L'arbre de paix, l'huile Saint-Michel, Archange, les trucs comme ça que les prêtres aussi utilisent. Ils lavent Loïc avec l'arbre de paix et l'eau là de la tête aux pieds. Ils ont fait des trucs, des exorcismes sur exorcismes. C'est qu'elle était, mais que la grand-mère dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Et la mère, pendant ce temps, elle était déjà arrivée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit alors que non. Et le monsieur dit à privé à la grand-mère et à la mamie que, donc à la mamie et à la maman que, non, en fait, ça, c'est un phénomène de plus en plus récurrent depuis un certain temps. Il y a des entités qui viennent. En fait, ils avaient marqué, il y avait une empreinte qu'on a laissée sur votre fils pour pouvoir entrer en contact avec lui, quel que soit l'endroit où il part. Et donc, ce sont en fait des entités. Et depuis un certain temps-là, nous avons de plus en plus de pareils cas qui arrivent ici. Donc vraiment, vous avez bien fait de venir, de ne pas laisser ça, de ne pas mettre ça sur le cas de l'hypnose. Ce n'est pas l'hypnose. Ils l'ont amené, ils l'ont marqué et ils l'ont ramené. Mon Dieu, la grand-mère paniquée. C'est ainsi alors que les prêtres exorcistes ont fait l'exorcisme sur Loïc pendant un certain temps à Douala là, pour être sûr qu'ils avaient retiré une grande partie de ce que ces gens-là, ces êtres-là ont voulu faire sur lui. De retour à Yaoundé, Loïc fait son bac blanc, Loïc sort 10e. Et quand il fait l'autre bac, il échoue complètement, il rate le bac. Sa maman, alors, elle dit seulement, mon chéri, laisse le bac, ce n'est pas important. Là, maintenant, c'est ta vie. Ils sont allés en famille, passer 2 semaines dans un monastère à Yaoundé. Donc, ils sont allés passer 2 semaines dans un monastère à Yaoundé et les moines, la même chose, ont continué avec les prières, les trucs sur lui. Et ils ont aussi confirmé ce que les prêtres à Douala avaient dit. En fait, l'enfant, si on a laissé une empreinte sur lui, mais l'empreinte est complètement partie. Donc ces êtres-là ne peuvent pas le manipuler ou bien le posséder ou bien l'utiliser pour quel que soit ce qu'ils voulaient l'utiliser. Donc c'est ainsi que la maman, alors, elle raconte ça à ma petite soeur et elle dit que vraiment, les prêtres lui ont dit que vraiment depuis un certain temps, c'est de plus en plus récurrent et c'est presque partout, tout le monde signale ça, qu'il y a des êtres étrangers qui entrent facilement déjà dans notre monde, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que les hommes ne prient plus beaucoup ou bien pêchent trop, je ne sais pas trop ce qui permet à ces êtres d'entrer. Mais les prêtres ont demandé aux gens, ont demandé à Loïc, il continue à soindre avec l'huile là à la maison et à faire ses prières. Les parents doivent s'assurer qu'il fasse ses prières quand il sort et quand il rentre. Et chaque fois qu'il sent un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de lui, qu'il commence à faire sa prière. Et c'est ainsi que Loïc a pu être récupéré. Donc la famille, faites vos prières s'il vous plaît. Parce que voilà les prêtres et les moines qui disent que de plus en plus de trucs étranges sont en train d'arriver dans le monde-ci. Et c'est partout, je vous assure, c'est partout, même ici en Europe. De plus en plus de trucs étranges sont en train d'arriver. Des êtres étranges font des choses bizarres ici dehors. Donc prenez soin de vous et priez s'il vous plaît. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que ça va bien. Moi aussi, je vais très bien. Alors, j'aimerais te raconter l'histoire d'un jeune qui est enfant unique de sa famille, d'un père et d'une mère. C'est quelqu'un sur qui les parents ont beaucoup compté, ils ont beaucoup misé. Il est allé à l'école, il a étudié. Et après, il est rentré dans ce qu'on appelle, je sais pas, c'est l'agronomie, vous dites, non? Agronomie. Il a fait l'agronomie. Entre-temps, son père est quelqu'un qui a beaucoup de terre. Donc, c'est d'abord pour ça que lui, il s'est lancé dans l'agronomie, parce qu'il s'est dit que ça allait lui être plus bénéfique. Quand il a fini ses études, il a demandé le soutien de son père pour commencer par cultiver les terres de son père. Entre-temps, dans le village, il y avait certains de ses oncles, je veux dire, c'est-à-dire des frères à son père, qui cultivaient déjà une grande partie de ces terres-là. Parce que son père est déjà quand même âgé. Et vu que les terres là étaient là et qu'il fallait les mettre en fonction, c'était ses oncles qui les cultivaient. Et quand il est revenu,
il a décidé de reprendre la totalité de ce domaine de son père, afin de lancer son projet d'agriculture tout en éloignant, c'est-à-dire en boycottant, en mettant de côté l'existence des autres. Et son père l'a soutenu, c'est normal, c'est son enfant. Quand ils sont rentrés dans cette bataille, le père, un jour, est allé au champ pour aller récolter des maniocs et à son retour, un petit insecte l'a piqué. Quand l'insecte l'a piqué, il est venu à la maison. Il a remarqué que son pied s'est enflé. Ils ont commencé par essayer de soigner. Finalement, c'est devenu un truc infecté. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont coupé le pied. Le pied coupé, quelques jours après, le vieil succombe. Et avant que son père ne décède, son père lui a dit de faire très attention, qu'il aurait appris que depuis qu'il a décidé de récupérer les terres pour en faire ses propriétés privées pour lancer un projet d'agronomie, que ses oncles ne sont pas contents, donc qu'il fasse beaucoup attention. Donc, après le décès de son père et tout, il a quitté le village. Il est venu à Cotonou. C'est les gens de la Dja. Au Bénin, il y a un village qu'on appelle la Dja. Donc, quand il est venu à Cotonou, vu les choses, il a décidé de se mettre dans le taxi-moto. Il a commencé par conduire ce qu'on appelle le Zémidian, le taxi-moto. Quand il trouvait un peu d'argent, il partait au village voir sa mère. Parce que le fait que son père décidé l'a désorienté. Il ne savait pas trop quoi faire. Et voilà que c'était la seule personne qui était prête à l'aider. Monsieur, il s'est mis à conduire les taxi-motos. Petit à petit, il a regroupé un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'il est arrivé une période de plantation de maïs dans le village, une saison où on fait la plantation de maïs. Donc, il est allé voir sa mère pour dire à sa mère que cette année, comme vous voulez faire du maïs, va dire au frère de ton défunt mari que je vais payer certaines personnes pour qu'on vienne faire le maïs sur le domaine, sur les domaines. Parce que quand même, c'est quand même un grand domaine. Hein. Apparemment, c'est un truc qui allait à plus de 20 hectares. Plus de 20 hectares, c'est pas petit. Et que lui, il a essayé il a fait des tontines. Vous savez, les tontines, c'est les réunions que les gens se font parfois et partout où on ramasse l'argent. Donc lui, il a fait des tontines, il a ramassé un montant et que c'est avec ça qu'il veut financer la semence de maïs. Sa maman lui a dit, ton père t'a soutenu dans cette histoire ici. C'est comme ça, il est parti, il m'a laissé. Et maintenant, c'est moi que tu veux tuer. Donc, ni à moins, c'est son enfant. Elle ne peut pas totalement dire non. Elle a commencé par prendre le devant, a commencé par expliquer à ses oncles que, voilà de votre enfant et tout. Une fois que la maman aussi a commencé par faire les démarches là, elle a commencé par sentir des problèmes de santé qu'elle n'avait pas. Diabète. Un problème que la vieille n'avait pas. Cette histoire a tellement affaibli la vieille que elle ne pouvait plus rien. Juste parce qu'elle est allée voir l'un des hommes pour lui dire, ton enfant, voilà la suggestion de ton enfant. Finalement, vous connaissez quand une personne âgée est diabétique, que ça donne. Elle-même, elle est partie. Après l'enterrement de la dame, le petit s'est décidé de se venger. C'est-à-dire, si c'est pour
ces bouts de terre que mes parents sont morts, alors je vais arracher cette terre-là à tout le monde. Il a d'abord commencé par mettre en place les papiers, les documents nécessaires qu'il lui fallait, les levées topographiques, tout. Il était à Cotonou, hein. Il faisait ses taxi-moto. À force d'aller, de rencontrer des gens, de discuter avec les gens, on lui a conseillé de prendre un avocat, de voir un notaire, et tout. Donc, finalement, il a trouvé quelqu'un à qui il allait vendre tout le domaine. Et chacun allait avoir la paix. Dans sa tête, c'était ça. Et celui à qui il a vendu le domaine lui a avancé la moitié de l'argent. La moitié de l'argent. Il a pris l'argent chez la personne, il a payé tout ce qui allait, tout le notaire, avocat, tout ce qu'il pouvait suivre pour que les papiers du domaine soient faits. Donc, c'est comme ça que le notaire a envoyé ici le seul héritier de ses parents fait l'héritage de ses parents. Quand les oncles ont voulu revendiquer, ils ont fait savoir que le domaine était déjà vendu. Donc, le nouveau commandant ne veut plus voir les pieds de quelqu'un là-bas. Et là, il devait aller prendre l'argent, le reste de l'argent, c'est-à-dire le reste du chèque, il devait aller le prendre semaine suivante. Après qu'il est allé au village avec l'huissier notaire pour aller faire savoir à la famille que le domaine était vendu. Donc, un jour, il quitte la maison, il va faire un tour en ville. Et avant de sortir, sa femme n'avait pas, il paraît que sa femme n'avait pas bon pressentiment. Donc, sa femme lui a dit, voilà, non, tu veux sortir là. Sincèrement, quelque chose me dit qu'il faut que tu n'y ailles pas. Parce que ce que tu es allé faire au village la dernière fois, en leur disant ouvertement que tu as vendu le domaine, je ne dors pas bien. Il a dit à sa femme non, de ne pas s'inquiéter, que de toute façon, Jésus le protège et tout. Bon, c'est des chrétiens. Et apparemment, même le jour là, quand il est sorti, il était allé à l'église. Parce qu'il est d'abord sorti, il faisait le soir, il est allé à l'église. Il a quitté l'église pour prendre la direction de la maison. Il roulait lui-même, hein, tout seul. C'est pas comme si il était en train de rouler avec quelqu'un, non. Il roulait tranquillement tout seul sa moto. C'était tombé sur un vendredi. Alors que le lundi, il devait aller au cabinet pour prendre l'argent. Pour prendre le chèque qu'on devait lui ramener. Désolé. Hein. Arrivé sur la route, il est venu juste après avoir traversé un Dodan, on va dire. Parce qu'il y a deux Dodan ensemble. Là. Juste après avoir traversé l'un des Dodan, pour rien du tout, un camion qui venait aussi de l'autre côté, qui ne filait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a poussé le jeune homme de son côté à rentrer sur ce camion-là. Le camion ne filait pas. Le camion a ralenti également pour franchir le dos d'âne qui venait de l'autre côté aussi. C'est comme ça qu'il est mort. Et c'est son voisin, le voisin de sa maison à côté, qui venait m'expliquer la situation. Parce que moi, j'ai vu la scène, j'ai vu l'accident. J'étais bouleversé, j'ai dit, mais la personne là, c'est un jeune. Et le voisin, c'est un monsieur qui a l'habitude de venir me voir à la maison. Je lui ai dit, on parlait, il est venu me voir, je lui disais, mais l'accident qui s'est passé la dernière fois sur la route là, c'est affreux. Parce que ça faisait vraiment pitié. Et c'est comme ça qu'il m'expliquait ce qui s'est passé comme histoire. Et ce que je veux vous dire, c'est que ne rentrez pas dans des litiges que vous n'avez pas le poids de faire. Si vous voulez faire des litiges là, soyez sûr que vous avez le poids d'affronter ces litiges-là. Ne rentrez pas dans des litiges de terrain, de maison, de biens ou de matériel sans savoir
ou sans avoir au préalable pris des dispositions pour vous protéger. Le voilà avoir pris maintenant un domaine soi-disant, il meurt. Sur ce même domaine, on a tué son père, on a tué sa mère. Lui, enfant unique, voilà aussi, il meurt. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Faites attention à vous. Le deuil est risqué. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter le voice. Sentez-vous saluer. Merci pour l'initiative DMG. Merci à toi et à ton équipe. Parce que toutes ces histoires qu'on écoute, c'est vraiment très édifiant. Donc, je pense que ça sort des situations et puis ça sauve des vies. Donc, pour tous ceux ou celles qui ont la possibilité ou l'occasion de raconter des histoires, allez-y. Parce que vraiment, aussi petite que soit l'histoire, ça aide. Parce que chacun vit de son côté et puis on ne sait pas ce que l'autre vit. Et ce que l'autre a vécu, peut-être ça peut nous arriver. Donc, en écoutant l'histoire, ça peut faire en sorte que nous évitons cette situation et puis témoigner la bonté, l'amour de Dieu dans notre vie. Parce que même par le biais de l'écoute des histoires, c'est une sorte de témoignage de l'amour de Dieu, parce que ça nous permet d'éviter des situations. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de tout ça, toutes ces histoires mystiques et tout. Donc vraiment, merci pour l'initiative, merci. Et puis, aller de l'avant. Alors, je vais raconter ma première histoire aujourd'hui. Cette histoire se passe au Cameroun, le 237. C'est vrai que la majorité des histoires que j'ai déjà suivies, c'est le Gabon, la Côte d'Ivoire, oui, je crois, la majorité. Bon, aujourd'hui, je vous amène au Cameroun. Bon, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Bon, l'histoire peut être intitulée « J'ai couché avec un serpent sans le savoir ». Bon, comme je disais tantôt, c'est l'histoire d'une jeune fille. Donc, l'histoire se passe à Douala. Pour donner juste ce détail, l'histoire se passe à Douala pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun. Et donc, la jeune fille dit qu'elle était dans un groupe où on les plaçait avec des messieurs qui voulaient passer du bon temps, peut-être une soirée ou un séjour. Donc, on les contacte et puis elle gère la soirée ou le séjour avec le monsieur. Bon, c'est comme ça qu'elle avait une de ses amies dans le milieu qui l'appelle une soirée. Et puis elle dit qu'elle a trouvé un bon poisson. Donc quand elle dit comme ça veut dire que toi-même tu sais que non, par rapport à d'autres jours, tu sais que bon, ça sera très 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 bien quoi. Surtout qu'elle précise qu'elle vivait des moments très difficiles à ce moment. Elle devait payer sa scolarité et tout. Bon, elle était vraiment très contente. Bon, la journée passe, elle doit s'apprêter en fin de journée pour qu'ils se prennent en soirée quoi. Donc ils se prennent avec sa copine et monsieur, parce que sa copine aussi apparemment elle avait sa part de poisson, comme ils disent souvent. Donc ils se prennent en soirée dans un snack où ils passent un peu de temps, ils boivent et tout.
Ils causent et tout. Donc après, très tard dans la nuit, donc chacun doit prendre son couloir. Chacun doit aller faire ce qu'il a à faire. Donc sa copine va avec son poisson de son côté. Elle-même aussi, elle part de son côté avec son poisson. N'est-ce pas? Ils se rendent dans un hôtel, toujours dans la ville de Douala. Ils se rendent dans un hôtel et tout. Bon, on connaît déjà. Déjà, les préliminaires par eux, elle s'échange, elle retire ses vêtements, quoi. Elle va se nettoyer aux toilettes. Elle revient dans la chambre, elle s'allonge sur le lit. Le monsieur également part aussi se débat, peut passer avec la sueur, du snack et tout et tout. Bon, quoi. Quand le monsieur lui termine, il revient dans la chambre. Apparemment, c'était pas un monsieur âgé parce que la plupart du temps, les poissons là, on a tendance à les associer à des vieux messieurs, un peu comme les sugar daddy là. Bon, on disait que c'était un jeune monsieur, donc quand il a terminé de se nettoyer, il est aussi venu s'allonger. Ils ont d'abord commencé par discuter. Le monsieur demande que, mais ma chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais dans ces histoires de sortir avec des hommes pour des nuits et tout et tout? Là, je vais pas prononcer le mot. Alors, la fille lui dit que je suis une jeune fille, j'ai pas de devant, derrière, je dois payer ma scolarité moi-même, je dois me loger, me nourrir, et tout et tout. Je lui dis que waouh, c'est vraiment triste et tout et tout. Bon, je pense que je pourrais t'aider vraiment, j'aimerais vraiment t'aider. Donc, en disant ça, elle se dit, donc tiens. Quand le monsieur dit donc ça, bon, il commence à discuter par rapport au prix. Donc, le sujet phare. Par rapport au prix de la soirée, bon, apparemment, le monsieur devait payer 100 000. Pourquoi? C'est pourquoi sa copine avait dit que c'était un gros poisson, parce que peut-être d'habitude, elle ne reçoit pas autant d'argent pour une soirée. Et donc, le monsieur dit que non. À la place de 100 000, je vais te donner 300 000. Elle s'exclame 300 000. Mais pourquoi 300 000? Il dit que non. D'après ton histoire, vraiment, j'aimerais vraiment t'aider et tout. Je ne suis pas là juste pour une nuit, mais j'aimerais vraiment t'aider, quoi. Elle dit que, non, jusqu'à 300 000, papa. Après, elle me dit que, je ne sais pas, mais son esprit a validé. Parce qu'elle a précisé après que elle est de nature très, très chaude, quoi. Genre de fille elle ne mâche pas ses mots et tout, mais elle a précisé que cette soirée, depuis qu'elle était avec ce monsieur, elle était un peu très calme. Bon, c'est comme si c'était un sixième sens pour lui dire que il faut faire attention, parce que pourquoi d'habitude tu as ton comportement normal, mais là ça change, tu es très douce et tout. Bon, c'était une précision. Bon, elle a validé les 300 000. Ils devaient commencer avec ce pourquoi ils étaient là. Bon, le monsieur, elle se rend compte que le monsieur éteint la lumière. Elle se dit que peut-être lui préfère comme ça. Donc c'est le poisson, c'est le client. On fait comme ça. Quand il éteint la lumière, ils sont sur le lit. Le monsieur commence à la toucher. Il veut l'embrasser. Elle dit que non. Nous, on n'embrasse pas les gens. Parce que c'est la première fois qu'on se voit. On ne te connaît pas. Tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas. On ne se connaît pas, quoi. Donc, on n'embrasse pas les gens. Elle dit que le monsieur a insisté. Il dit que non, lui, il veut
lui, il a déjà dit que il n'est pas là seulement pour une nuit, il veut vraiment partager quelque chose avec elle. Et tout, il a insisté, il a beaucoup insisté, quoi. Bon, elle dit que finalement, elle a accepté. Donc, toujours dans la mouvance du fait qu'elle était très docile pendant cette soirée, alors que ce n'était pas dans ses habitudes. Bon, elle accepte et puis dans le noir, ils commencent à s'embrasser. Elle dit qu'elle sent quelque chose dans le fond de sa gorge et que c'est quel genre de bisous ça comme ça là. Donc elle a commencé à se sentir bizarre. Donc les bisous lui étaient un genre. Bon, après elle a demandé au monsieur d'arrêter et tout et tout. Bon, il a arrêté, ils ont continué. S'allonge et tout et tout. On connaît, non? On connaît comment ça se passe. Bon, le monsieur, apparemment, à un moment, lui a demandé de lui faire, je vais prononcer le mot, de lui faire la pipe, donc de lui faire une fellation. Donc, elle accepte parce que pour l'autre, là, au moins, ce n'est pas interdit dans leur milieu. C'est une façon de faire plaisir aux clients. Bon, elle accepte et puis elle se positionne pour pouvoir faire cela. Donc, elle dit que elle fait cela, elle commence et puis elle commence à comprendre des bruits, dont le monsieur gémit. C'est vrai que c'est normal, mais elle dit que quelque chose lui semblait bizarre. Parce que les gémissements n'étaient pas des gémissements d'habitude comme les hommes gémissent. Elle comprenait plutôt comme des sifflements. Donc, au fur et à mesure qu'elle faisait, l'intensité augmentait. Donc, les sifflements, toujours qu'ils étaient dans le noir. Des sifflements. Donc, à un niveau, elle-même, ça ne donnait plus. Et même ça lui parlait plus, elle ne voulait plus faire ça. Elle a arrêté. Le monsieur dit non, il faut continuer. Quand elle se lève la tête, le monsieur dit non, il faut continuer. Ça me plaît, dit que mais je ne sens pas trop. Donc le monsieur dit que non, qu'il y a des bruits bizarres. Le monsieur dit non, c'est comme ça parce que ça lui plaît beaucoup. C'est pourquoi il gémit comme ça et tout et tout. Elle dit que bon, que non. Elle ne sent pas ça vraiment. Bon, elle a arrêté. Ensuite, ils continuent toujours leurs affaires. Le monsieur lui dit que il veut également lui faire une fellation à elle, dans une fellation sur ses parties génitales. Elle dit que non. Là alors, c'est même pas possible. Genre, lui, comment il peut proposer ça alors que c'est la première fois? Genre, lui, il ne sait même pas si elle peut avoir une maladie ou alors et tout. Il ne la connaît même pas, ils ne se connaissent pas. Le monsieur dit non, j'ai envie de le faire. Elle dit, ok. La première fois comme ça, tu me fais confiance et puis il dit que non, j'ai envie de le faire, laisse-toi faire. Tu vas aimer. Je t'ai dit que je ne suis pas là seulement pour une nuit. Je tiens vraiment à partager quelque chose avec toi. Bon, elle dit que, n'est-ce pas, elle a accepté toujours dans son esprit docile de la soirée, alors que ce n'était pas dans ses habitudes. Elle accepte, il commence, il fait ça. Elle sent comment quelque chose lui touche. Pendant la fellation, quelque chose est en train de lui toucher ses parties, mais elle sent comme si sa langue est divisée en deux, quoi. Sa langue est divisée en deux. Bon, elle dit que c'était vraiment bizarre. Bon, même la sensation, quand tu es en train de faire une relation sexuelle comme ça, là, il y a souvent une sensation, genre, comment tu ressens, mais depuis qu'ils ont commencé, depuis qu'ils ont commencé, c'était toujours des sensations bizarres. Elle a même eu à un moment
des frissons. Mais elle se disait que c'est le client. Elle n'avait pas pensé que parmi les clients, il y a des gens, des personnes qui ne sont pas normales ou qui peuvent avoir des choses autres que la norme. Donc, c'est comme ça qu'elle sent la langue, comme si la langue était divisée en deux. C'est ce qu'elle a précisé. Donc, quand le monsieur était en train de lui faire la fellation, bon, elle dit que, ils ont terminé la soirée apparemment, et puis, mais ce n'était pas facile parce qu'il avait toujours des exigences et tout, mais bon, par la grâce de Dieu, d'après ce qu'elle a dit, c'est vrai qu'elle n'était pas une croyante vu ce qu'elle faisait. Elle n'était pas une croyante, mais elle dit que par la grâce de Dieu, ils ont pu terminer la soirée, et puis, mais après les recherches et tout, elle s'est rendue compte que elle ne pouvait plus enfanter. Donc, c'est où, avec toujours les recherches, elle se rend compte que c'était lié à la soirée qu'elle avait eue avec ce monsieur, parce que ce monsieur était quelqu'un de pas bien. Bon, c'était quelqu'un qui était, non, comme elle a dit, un serpent. Bon, ça fait que sûrement il a eu à prendre pas son bas là, il a eu à prendre sa progéniture et tout. Bon, elle était en train de vraiment raconter cette histoire elle-même pour sensibiliser. Parce que elle sait que dans ce qu'elle était, ce n'était pas quelque chose de bien, mais elle voulait profiter parce que sortir même terminer même cette soirée n'était pas, d'après ce qu'elle dit, ce n'était pas quelque chose de facile. Mais elle croit que c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'elle a pu s'échapper, malgré le fait qu'elle ne puisse plus concevoir actuellement. Donc elle voulait profiter pour sensibiliser les jeunes. Vraiment. Qu'il ne faudrait pas qu'on prenne, nous les jeunes filles, qu'on prétexte qu'on doit, peut-être vu les situations difficiles, qu'on doit s'occuper de soi-même, se loger, se nourrir, payer nos frais de scolarité et tout. Qu'on ne doit pas prendre ça comme prétexte pour se retrouver dans des situations bizarres comme ça, parce que c'est au risque et péril de notre vie. Donc, là voilà qui a perdu sa matrice. Donc c'est vrai qu'elle est encore vivante, mais c'est une perte, alors que si elle avait fait l'effort de faire des choses bien, elle n'aura pas perdu sa matrice et puis elle se serait préservée. Bon, elle voulait vraiment sensibiliser. Moi également, par cette histoire, je voulais vraiment sensibiliser les jeunes filles, parce que actuellement les temps-ci, comme on dit là, tu fais pas attention, tu vas te retrouver, parce qu'il y a tellement de situations. Ce n'est pas seulement les gens qui se retrouvent dans des trucs de placement de filles. Il y a une petite situation comme ça là où tu n'es pas éveillé. Tu te retrouves en train de perdre ta vie ou perdre peut-être ta matrice comme la jeune fille, ou alors avoir quelque chose de pas bien à la suite de cette situation. Non, vraiment, faisons vraiment attention. Soyons prudents, parce que si quelqu'un n'a pas encore vraiment compris que les temps-ci là, c'est comme si c'était encore seulement le piège partout. C'est que dans tout ce qui nous arrive, il faudra que nous soyons éveillés, que nous soyons toujours dans la prière, et puis que nous continuons vraiment à être sur nos gardes. La prière, être éveillé, écouter des histoires comme celle de DMG, parce que tu peux être éveillé, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, en écoutant les histoires de DMG, en étant éveillé,
en restant en prière, je pense qu'on peut échapper à beaucoup de situations et pourquoi pas se préserver malgré les moments que nous traversons. Donc c'était là mon histoire. Likez, commentez, partagez. Donnons la force au mouvement et bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir la famille DMG. Ce soir, je viens vous raconter mon histoire. C'est une histoire que j'ai personnellement vécue. Je suis gabonaise et je réside actuellement au Gabon. Donc, il y a quelques années de cela, j'étais allée passer un stage dans une administration de la place. Et lorsque j'avais débuté mes stages dans cette administration, j'avais trouvé également d'autres stagiaires qui avaient déjà commencé bien avant moi. Donc ils étaient peut-être à 3 ou à 4 comme ça. Et parmi cette équipe-là, il y avait un jeune garçon. Lui aussi, il était stagiaire. Et on a poursuivi notre stage ensemble. Et on avait un chef qui était le directeur de la boîte, du moins de la direction dans laquelle on était. Et souvent, ce directeur-là, il était un peu très belliqueux. On ne savait pas à quel moment il était content. Voilà, le genre de directeur qui n'est pas très sociable. Et donc, à chaque fois qu'il arrivait au bureau, on était un peu stressé parce que bon, il arrivait, on ne sait pas ce qu'il allait nous dire. Il était tout le temps en train de faire des remarques aux gens. Donc, du coup, il fallait faire très attention. Et le jeune stagiaire aussi, garçon qui était avec nous, il était chrétien. Et vraiment, il craignait Dieu. Il servait vraiment Dieu en esprit, en vérité. Les fois où on était au bureau ensemble, puisque nous, on était dans un même bureau, et il y avait une porte qui donnait au bureau du chef. Et donc, quand on se retrouvait, vraiment, il ne manquait pas de parler de Dieu, d'annoncer la parole, de parler de Jésus, etc. Et un jour, le directeur avait demandé à ce que, quand on arrive souvent vers les 9h, bon, 8h30 par là, qu'on ouvre son bureau et que l'on mette le split. Que l'on mette le split, comme ça, quand il arrive, le bureau est déjà au moins glacé. Donc, c'était les recommandations qu'il nous avait données à tout le monde. Mais notre collègue là, notre jeune collègue, lui, il avait une particularité, c'est qu'il aimait venir très tôt au bureau. Vraiment, il était ponctuel. Si on commence à 8h, lui, il est déjà dès 7h pile, il est déjà là-bas. Donc, c'est sûr qu'il quittait même sa maison, on va dire autour de 6h par là. Mais il était très matinal et il arrivait toujours le premier au bureau. Et un jour, donc, il était déjà arrivé. Moi, quand je suis arrivée, vu que chacun de nous avait une clé, lorsque j'ai introduit ma clé dans la serrure, j'ai constaté que ça bloquait. J'ai essayé d'insister, mais vraiment la porte était bloquée. Et je ne comprenais pas, j'avais compris qu'il y avait une clé à l'extérieur. Vous savez, quand vous voulez forcer une porte, s'il y a déjà une clé dessus, la porte ne va pas s'ouvrir. Et j'ai essayé de cogner, mais il n'y avait pas de réaction. Je n'ai pas trop compris. Je suis reparti au hall et j'ai patienté. Et peut-être 10 minutes plus tard, mon collègue est arrivé. Il est venu me chercher au hall. Il m'a dit non, tu peux venir. Je suis allée. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as fermé la porte? Il m'a dit non, essaie de te calmer. Ne te fâche pas, mais j'ai vécu une situation étrange aujourd'hui. Je lui ai posé la question de savoir. Il m'a dit, ah, c'est à toi que je le dis. N'en parle pas parce que je ne sais pas quelle tournure cette histoire va prendre. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il me fait comprendre que
Il était arrivé ce jour-là encore très tôt au bureau. Donc, il a eu accès à notre bureau, il a déposé ses effets et il avait pris la clé du bureau du chef. Et quand il avait ouvert la porte, il dit sur le fauteuil du chef, du directeur, il a vu une silhouette assise. Donc vraiment, il a dit c'était une personne, mais ce n'était pas une personne physique qui était assise sur son fauteuil. Et dès qu'il a vu la silhouette assise, dès qu'il a ouvert la porte, il a vu la personne qui était assise. Tout de suite, il a commencé à se mettre en prière parce qu'il avait compris que c'était pas quelque chose de normal. C'était une présence, on va dire, spirituelle ou mystique. Et donc, du coup, il a commencé. Quand il a commencé à prier, la silhouette a commencé à se dissiper. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous voyez un peu comme les images dans les dessins animés des personnes mortes. En fait, comme si c'était en même temps, c'est une forme, mais en même temps de quelque chose qui s'envole en fait. Donc, il m'a dit que c'était la même chose et la silhouette, la personne était assise sur le fauteuil. Et quand il a commencé à prier, la silhouette là s'est dissipée. Et je lui dis, mais donc après, il dit, voilà pourquoi quand tu es rentré, j'ai fermé la porte parce que j'étais en train de prier. J'étais entendu cogner, mais je ne pouvais pas répondre parce qu'il fallait d'abord que je termine de prier. Et il m'avait encore dit ce jour-là que quand vous venez au travail, vraiment prenez la peine de prier parce que là, je me rends compte que les bureaux dans lesquels on part, très souvent, parfois, sont des endroits où il y a des gens qui ont bâti des hôtels ou bien qui ont planté leurs choses là-dedans. Et après, les autres sont arrivés et on a repris, les choses ont repris leur cours. Ils n'avaient pas partagé l'expérience aux autres. Et quelques heures après, voici le chef qui arrive. Dès qu'il a mis les pieds dans notre bureau, il a posé une question: qui a ouvert mon bureau? Il n'était même pas encore entré, hein. Il a posé la question: qui a ouvert mon bureau? Et mon collègue s'était levé en disant: c'est moi, monsieur. Il lui a dit: ne refais plus jamais ça. Ne refais plus jamais ça. Mais avec un ton, mais vraiment, on ne sait pas. Et quand il avait parlé comme ça, donc lui, mon collègue, on s'est regardé et le chef était rentré dans son bureau. Et après, les autres collègues ont posé la question que, mais comment il peut nous dire de ne plus ouvrir son bureau alors que c'est lui-même qui nous avait donné l'instruction selon laquelle, quand on arrivait le matin, il fallait ouvrir son bureau pour aérer, pour mettre la climatisation. Maintenant, comment il peut te menacer à ce point en disant que ne refais plus jamais ça? Et dès ce jour-là, les choses ont commencé à aller dans tous les sens pour mon collègue là. Donc, quand il arrivait, le chef trouvait toujours quelque chose à lui dire. Pourquoi tu t'es habillé de cette façon? Pourquoi tu n'as pas mis une cravate? Pourquoi tu as mis une chemise jaune? Pourquoi tu as mis une chemise blanche? Pourquoi tu as mis... Mais il en avait après ce garçon, tout le monde se posait des questions. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche? Mais les gens ne comprenaient pas. Jusqu'au jour où il lui a demandé d'arrêter les stages alors qu'il n'était même pas encore au terme de son stage. Il l'a renvoyé devant nous. Je ne veux plus te voir ici. Tu prends tes affaires et tu pars. Et le gars était parti. Et quelques temps après, comme il fallait qu'il termine, parce que c'était un stage école, il fallait qu'il termine, il était allé rencontrer d'autres personnes un peu dans l'administration au-dessus de ce directeur-là pour essayer de lui parler pour que le jeune reprenne son stage, parce que il fallait qu'il arrive au terme de son stage et qu'on le note par rapport à ça pour soutenir. Et c'est ce qui avait été fait. Donc on l'avait conseillé de revenir, d'aller s'excuser, demander pardon au chef et tout le reste pour qu'il termine son stage pendant le mois qui restait et qu'il soutienne dans son école. Et quand il était revenu,
lui, parce que quand il était parti, il n'était pas allé s'asseoir. Donc, il avait continué à aller prier dans son côté. Mais il savait pourquoi le directeur l'avait renvoyé. Et quand il était revenu, il m'avait dit, quand il est parti avec les hommes de Dieu avec qui il s'était mis en prière, on lui avait dit qu'en fait, la silhouette ou sinon l'esprit qu'il avait vu dans le bureau du chef était allé ce jour-là, dès que le gars l'avait vu dans le bureau, dès que le jeune gars avait vu la silhouette dans le bureau, et il avait commencé à prier, l'esprit là était allé voir notre chef, notre directeur, pour se plaindre de ce jeune-là et de lui dire qu'il ne fallait plus qu'il soit là-bas, parce que sa présence dérangeait. Et donc, grosso modo, c'est un peu ça l'histoire. Et la leçon que l'on peut tirer de cette histoire-là, c'est que lorsque nous allons dans des entreprises, dans des bureaux, prenons la peine de prier, parce que les gens qui sont, ou du moins qui occupent des grands postes, ou bien même parfois pas des grands postes, les gens qui travaillent dans ces endroits-là, parfois ne sont pas simples. Il y a des personnes parfois mal intentionnées qui viennent pour nuire aux autres. Et comme on ne sait pas toujours avec qui on travaille, dans quel endroit nous sommes, il est toujours important de prier. Et l'autre chose aussi, ne pas toujours aller très tôt dans des administrations. Il faut aller à des heures raisonnables où tout le monde vient. Mais être aussi trop matinal, c'est pas aussi bon, parce que tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer là-bas en allant très tôt le matin. Donc, c'est mieux d'aller aux heures où tout le monde se retrouve au travail. Mais ne pas aller aussi trop tôt, parce que au risque de voir des choses, ou bien de tomber sur un fusil nocturne, ou bien sur quelque chose qui n'était même pas destiné. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Merci et bonne soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Chenezou a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.